Bonjour. Chapitre intitulé Description d'un fluide au repos. J'ai mis les capacités exigibles extraites du bulletin officiel, donc du BO. Alors, petit 1, échelle de description, au pluriel. Et on va commencer par l'échelle macroscopique, c'est-à-dire notre échelle. Alors, je vous rappelle qu'un fluide est un liquide ou un gaz. Il n'a pas de forme propre et prend la forme du récipient qui le contient. Un fluide au repos n'a pas de mouvement d'ensemble. Maintenant, l'échelle microscopique. C'est l'échelle de l'atome. Alors, à l'échelle microscopique, les entités, atomes, molécules, ions, constituant le fluide, sont en mouvement incessant et désordonné. À l'échelle microscopique, les entités, atomes, molécules, ions, constituant un fluide au repos, sont en mouvement incessant et désordonné. Section 2 maintenant, les grandeurs macroscopiques de description d'un fluide au repos. Alors, ce sont la pression, la température et la masse volumique. Les grandeurs macroscopiques, donc P, T et ρ, de description d'un fluide, reflètent le comportement microscopique des entités qui le constituent. Donc en fait, un fluide au repos peut être décrit par un petit nombre de propriétés mesurables, appelées grandeurs macroscopiques. Et ces grandeurs, ici, sont la pression, la température et la masse volumique. On commence par la pression. Alors, à quoi est due la pression ? Eh bien, elle est due au choc, c'est-à-dire les collisions des entités en mouvement sur une paroi en contact avec celui-ci, avec ce fluide. De quoi dépend-elle ? Elle dépend de la fréquence des chocs, c'est-à-dire le nombre de chocs par unité de temps, et ou de la violence de chacun d'eux. Donc la pression dépend de la fréquence des chocs, le nombre de chocs par unité de temps, et ou de la violence de chacun d'eux. L'unité SI, le Pascal, PA, avec un P majuscule, puisque issu de Blaise Pascal. L'unité usuelle, le bar. Les appareils de mesure, le manomètre pour les fluides et le baromètre pour la pression atmosphérique. Ensuite, 2.2, on passe à la température. Alors, à quoi est liée la température d'un fluide ? Eh bien, à son agitation thermique. Donc, la température T d'un fluide est liée à son agitation thermique, c'est-à-dire à la vitesse moyenne de ces entités qui le constituent. Donc, est liée à l'agitation thermique, c'est-à-dire à la vitesse moyenne de ces entités. Alors, si la température d'un fluide augmente, la température d'un fluide augmente si l'agitation thermique augmente, c'est-à-dire si la vitesse moyenne des entités augmente. Les unités dans le système international sont pour la température le Kelvin. Maintenant, je vais vous donner la relation entre la température en degrés Celsius et celle en Kelvin. Donc, grand T en Kelvin est égal à θ en degrés Celsius, plus 273,16. Bon, la plupart du temps, on met 273. Mais bon, ça dépend des données. La masse volumique, bien par définition, c'est ρ égale m sur v, c'est-à-dire la masse de fluide sur le volume du fluide. L'unité SI, le kilogramme par mètre cube. Alors, à l'échelle macroscopique, la masse volumique d'un fluide au repos représente la masse d'une unité de volume,
de fluide. À l'échelle macroscopique, la masse volumique d'un fluide au repos représente la masse d'une unité de volume de fluide. Tandis qu'à l'échelle microscopique, elle traduit le nombre de particules par unité de volume. Elle rend compte de l'état de dispersion des entités constituant le fluide. Elle rend compte de l'état de dispersion des entités constituant le fluide. Moins il y aura de matière par unité de volume, et plus la masse volumique sera faible. Section 3, modèle de comportement d'un gaz. C'est la loi de Mariotte que l'on a vue lors de l'activité expérimentale numéro 4, il me semble. En fait, on a testé la loi de Mariotte en utilisant un dispositif comportant un microcontrôleur Arduino. L'énoncé de la loi de Mariotte: pour une quantité constante de gaz et à température constante, le produit de la pression P du gaz par son volume V est constante, ce qui se traduit par la relation P fois V égale constante. Donc facile à mémoriser. Donc P fois V égale constante. Donc vrai si la température demeure constante. La pression P est exprimée en pascal, le volume en mètres cubes, et donc la constante en pascal fois des mètres cubes. Alors cette relation est valable que pour les gaz et des pressions inférieures à 100 bars. Alors, section 4, force pressante, c'est-à-dire des actions exercées par un fluide sur une surface, sur la surface d'une paroi. Alors un fluide, gaz ou liquide, au repos, en contact avec une paroi, exerce sur celle-ci une force pressante que l'on note F, vecteur, dont les caractéristiques sont celles d'un vecteur, c'est-à-dire une direction, un sens, éventuellement un point d'application, une norme. Alors la direction, c'est la perpendiculaire ou encore la normale à la surface de la paroi. Le sens, va du fluide vers la paroi. Et le point d'application, c'est le centre géométrique de la paroi. Une norme qui, par définition, est donnée par la relation F égale à P fois S. F égale à P fois S. Alors, les unités, la pression est exprimée en pascal. À noter que si vous exprimez cette relation sous la forme P égale F sur S, F est en newton, S en mètre carré, donc on aura 1 pascal égale 1 newton par mètre carré. S, c'est l'aire de la surface de la paroi qui s'exprime en mètre carré, et F, la force pressante en newton. Alors, un petit schéma. À gauche, c'est l'aspect microscopique, et à droite, l'aspect macroscopique. Donc, l'ensemble de tous les petits chocs sur la paroi est matérialisé par une force grand F à l'échelle macroscopique. Alors, vectoriellement, F peut s'écrire P fois S fois N, le vecteur qui est perpendiculaire à la paroi et orienté du fluide vers l'extérieur. Un exemple, sur un ballon baudruche, à chaque fois, on prend la perpendiculaire à la paroi, à l'élément de surface considéré, et puis la force pressante F est collinéaire, même direction et même sens à ce vecteur petit n. Le 5, la section 5, c'est la loi fondamentale de la statique des fluides.
Alors, tout corps immergé dans un fluide incompressible est soumis à une pression exercée par le volume de fluide qui est situé au-dessus de lui. Je pense que vous avez cette notion si vous faites de la plongée ou même à la piscine. Alors, l'énoncé de la loi. Dans un fluide incompressible, donc valable pour les liquides et non pour les gaz, donc ça sera uniquement pour les liquides, la différence de pression entre deux points A et B du fluide, situés respectivement à la profondeur ZA et ZB, est proportionnelle à la différence de profondeur ZA moins ZB et à la masse volumique du fluide. Donc proportionnelle à la différence ZA moins ZB et à la masse volumique du fluide. Donc ZA moins ZB, je peux l'appeler H, et dans ce cas-là, la relation devient ρGH, unité SI, ça ne change pas, P en pascal, la variation ZA moins ZB exprimée en mètres, la masse volumique en kilogrammes par mètre cube, G qui est l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme, donc newton kilogramme moins 1. Alors, un petit schéma pour représenter cette loi. Donc, j'ai un point A. Alors, tous les points qui sont à la même altitude ZA, à la même cote, eh bien, la pression est la même. Même pression en tout point de cette ligne qui a pour altitude ZA. Mettons que ça soit à la mer, donc à la surface de la mer, j'ai la pression qui est égale à la pression atmosphérique. En un point B, où la pression qui règne est PB, est située à la profondeur ZB. Par exemple, si A est au niveau de la mer, donc à la surface du liquide, alors on a la pression PA qui est égale à la pression atmosphérique. Et ZA vaut alors 0. D'où la relation PB est égale à P atmosphérique plus ρG fois moins ZB. Or, ZB est négatif et donc moins ZB sera positif. D'où la relation P atmosphérique plus ρGH qui est égale à PB. Remarque, les liquides sont incompressibles, quasi incompressibles, les gaz le sont. Ils sont compressibles. Un fluide incompressible a une masse volumique indépendante de la pression P lorsque sa température reste constante. C'est normal puisque le fluide est incompressible. Donc le volume ne varie pas, donc le rapport M sur V est constant.